Bon, je sais très bien ce que tu vas me dire. Orihime, elle ne sert à rien. Bon, et comme parfois les actes valent mieux que des mots, je me suis dit que j'allais commencer cette vidéo par un petit top de toutes les fois où Orihime a servi à quelque chose. C'est grâce à elle que son frère est vaincu, elle sauve Tatsuki en découvrant ses pouvoirs, elle protège Ishida d'une explosion, elle soigne les bras de Chad contre Yami, les espadas battent en retraite contre les capitaines et Ichigo parce qu'elle accepte de partir au Ekomundo, c'est en soutenant Ichigo qu'il reprend le dessus contre Grimmjow, elle soigne Ichigo pendant que Zaraki combat Neutra, c'est elle qui déclenche la transformation d'Ichigo contre Ulquiorra, elle resoigne Ichigo et Ishida, elle remet Ginjo à sa place et montre qu'elle a progressé par la même occasion, et elle protège Ichigo des attaques d'Iwatch. Bon, comme tu l'as bien compris, aujourd'hui on va parler d'Orihime Inoue. Et même si ce personnage en agace pas mal et qu'elle est devenue extrêmement connue pour dire 50 000 fois par épisode Kurosaki-kun, il y a bien d'autres choses intéressantes à dire. Donc avant de commencer ma petite présentation, je te propose de t'abonner et de liker car il va y avoir d'autres vidéos sur Bleach. C'est parti. Pour commencer, on peut dire qu'elle a un passé sombre. Dans le manga, on nous dit qu'Orihime était maltraitée par ses parents. C'est pour cette raison que son frère a décidé de s'en aller pour l'élever et surtout la protéger. Malheureusement, quelques années après, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Orihime est une jeune lycéenne au look distinctif. On la remarque surtout parce qu'elle a deux énormes barrettes bleues sur les oreilles. Bref, Orihime est une jeune fille au cœur généreux, empreinte de compassion et d'empathie envers ceux qui l'entourent. Elle est souvent décrite comme rêveuse. D'ailleurs, au début du manga, on la voit faire preuve d'une imagination vraiment débordante. Elle peut passer de s'imaginer en train de courir avec Ichigo dans un champ de fleurs et finir son rêve dans une course de marathon où ils se font tous les deux doubler par un champion. D'ailleurs, je ne le dirai jamais assez, mais lisez le manga. Il y a pas mal de passages comme ça, assez barrés, qui ont été coupés de l'anime. Vous ratez vraiment quelque chose. Et dans le cas d'Orihime, ça aide aussi à mieux comprendre le personnage. Et je trouve que ces passages sont assez importants pour cerner la personnalité d'Orihime. Il y a aussi tout un délire autour de la bouffe avec elle. En gros, l'idée c'est qu'elle a des goûts étranges et qu'elle fait souvent des recettes à base d'aliments qui ne vont pas du tout ensemble. En gros, je dis n'importe quoi, mais c'est limite si elle ne cuisine pas des pâtes au Nutella par exemple. Enfin, version plat japonais quoi. Ça c'était pour vous expliquer sa personnalité, parce que même si je me doute que les lecteurs sérieux du manga prennent ces informations en compte, c'est toujours bon d'avoir une petite piqûre de rappel. Orihime n'est pas une guerrière, ni une pirate, ni une ninja. On parle d'une adolescente de 15 ans qui va au lycée. À cause de son passé difficile, elle a développé une personnalité très douce, dont pas mal de gens devraient s'inspirer dans notre propre monde, je trouve. Elle déteste la violence et n'est pas faite pour le combat. Et il ne faut pas oublier non plus qu'entre le début du manga et la fin de l'arc Rancard, il s'est écoulé environ 6 mois grand maximum. C'est vrai que comme il y a pas mal d'événements qui s'enchaînent dans le manga assez rapidement, entre l'arc Soul Society et l'arc Karakura, on a l'impression qu'il s'écoule des mois voire des années. Mais en réalité, non, il s'est même pas écoulé la moitié d'une année. Donc, au final, moi, personnellement, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'un adolescent de 15 ans ait réussi à obtenir un Bankai et vaincre les personnages les plus forts de son univers en seulement quelques mois. Oui, Ichigo, je parle de toi. Mais ne vous inquiétez pas, on finira par parler d'Ichigo et de son cas. Bref, en tout cas, ça me paraît tout à fait crédible qu'elle ait du mal à s'acclimater à ce nouveau rythme de vie. Elle passe de lycéenne ordinaire à « je vais sauver ma pote que je connais depuis 2 mois dans un monde où il y a des Shinigami niveau capitaine qui veulent la tuer ». Et elle enchaîne avec un Aizen qui la kidnappe pour devenir maître du monde. Au Ekomundo, elle est sous la surveillance d'Ulquiorra qui passe son temps à la mettre à l'épreuve psychologiquement. Et Loli et Menoli la tourmentent physiquement dès qu'Ulquiorra a le dos tourné. Elle subit les événements. C'est pour ça qu'elle a l'air autant paumée. Il faut prendre tous ces éléments en compte pour réellement comprendre son personnage. Et finalement, ce qui est vraiment intéressant chez Orihime, ce sont plus ses interactions avec les autres personnages. En cela, elle me fait énormément penser au personnage de Naruto qui est capable de faire ressortir le bon côté chez ses adversaires. Est-ce que le véritable pouvoir d'Orihime est le Talk no Jutsu finalement? Je ne sais pas. Mais il est indéniable que sa personnalité a réussi à troubler une personne comme Ulquiorra. Et ça, c'est pas rien. J'ai même cru à l'époque, pour vous dire, pendant que je lisais les chapitres de manière hebdomadaire, qu'Ulquiorra allait rejoindre le côté des héros après un Talk no Jutsu d'Orihime. Et je suis en train de me dire que ça ferait un what if intéressant, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse. Et comme je l'ai dit, c'est grâce aux encouragements d'Inoue qu'Ichigo reprend le dessus contre Grimmjow, ou qu'il éveille son potentiel caché contre Ulquiorra. En fin de compte, j'ai l'impression que Kubo n'a pas créé Orihime pour qu'elle soit une combattante, mais plutôt pour qu'elle soit une sorte de lumière qui symbolise l'espoir dans l'univers sombre qui est Bleach. Avec son passé sombre et sa personnalité lumineuse, on pourrait même parler d'une sainte, ou d'une figure
humoristique, surtout si on prend en compte ses capacités de guérison. Bon, après j'avoue que Kubo a vraiment abusé avec les Kurosaki-kun, on ne le dira jamais assez. Même si je pense qu'on a surtout cette impression à cause de l'anime qui a beaucoup amplifié ça, parce qu'au final dans le manga elle le dit beaucoup moins, j'ai l'impression. Orihime nous est présenté dans l'histoire comme un des personnages principaux. J'imagine qu'à l'origine, Kubo prévoyait de mettre cette équipe au premier plan. Je parle bien sûr de l'équipe originelle, Chad, Ishida, Orihime et Ichigo. Mais j'imagine qu'avec le succès de l'Arc Soul Society et des capitaines, il a dû envisager ses plans autrement. Donc forcément, c'est logique que malheureusement Orihime ait atterri au second plan, vu qu'elle n'a quasiment rien accompli. Dans ma vidéo sur Chad, que je t'invite à regarder au passage, je me plaignais beaucoup du fait que Kubo avait gâché le potentiel du personnage. Mais au moins, par rapport à Orihime, Chad a eu un combat marquant de la série qui permet aux fans de se consoler et d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent en ce qui le concerne. Mais dans le cas d'Orihime, c'est le néant. On n'a rien à part son combat contre le Holo qui attaquait Tatsuki dans le tome 5. Bon, après, il faut se remettre dans le contexte aussi. Au début du manga, c'était incroyable de vaincre un Holo. Donc à l'époque, ça passait. À la fin du manga, un peu moins. Mais à l'époque, voir Inoue vaincre un Holo toute seule, c'était plutôt satisfaisant et prometteur. Du coup, on était en droit de s'attendre à plus pour la suite. Mais finalement, ça ne donnera rien. Le problème qui fait que la pilule a du mal à passer en ce qui concerne Inoue et Chad, c'est qu'ils sont apparus au début du manga, en même temps qu'Ichigo. Et on nous les a clairement présentés comme ses compagnons, les compagnons du protagoniste. Ceux qui vont braver 1000 dangers avec lui. Alors forcément, les voir relayés au second, voire même des fois troisième plan au fur et à mesure que le manga avançait, c'est décevant, hein. Et lors de l'Arc Soul Society, la présence d'Orihime a été très rapidement éclipsée par toutes les intrigues et les shinigami de la Soul Society. Ishida réalise rapidement qu'elle n'est pas faite pour le combat et la protège pendant la première partie de l'arc. Finalement, elle réapparaît à la fin de l'arc en mode désolé tout le monde, je servais à rien. Mais après tout ce qui s'est passé dans cet arc, on lui pardonne. Et dans l'arc Arrancar, Orihime est ciblée par Aizen et ses sbires en raison de son pouvoir exceptionnel. Elle est kidnappée et emmenée au Ekomundo où Aizen tente de l'utiliser pour piéger des capitaines et les enfermer. Ses amis lancent une mission de sauvetage et malgré la peur et le désespoir, Orihime montre une grande force de caractère refusant de céder face aux nombreuses menaces d'Ulquiorra. Elle se fait aussi agresser à de nombreuses reprises par Loli et Menoli. Et là j'avoue que j'ai pas compris. J'imagine qu'ils voulaient mettre le côté pacifiste d'Orihime en avant, mais à mon avis il y a aussi autre chose. Mais bon, en tout cas, à cause de l'anime, on retient surtout qu'elle dit toutes les 2 secondes Kurosaki-kun. Pendant l'arc Fullbringer, on se refocalise à nouveau sur les personnages de Karakura, le casting principal. Et Orihime a quelques fulgurances, notamment quand elle renvoie l'énergie à Ginjo avec sa nouvelle technique, mais ça ne va pas plus loin. Pourtant, c'était l'opportunité de remettre en avant des personnages comme Chad et Orihime, mais finalement, il en sera autrement. Une fois sous le contrôle de Tsukishima, Orihime ne servira plus à rien, elle ne sera qu'un simple pion durant tout le reste de l'arc. Et dans l'arc final, c'est assez étrange parce qu'elle apparaît très peu, mais je trouve qu'à chaque fois qu'elle apparaît, elle apporte quelque chose à l'histoire. Elle protège Ichigo des flèches d'Ishida, elle empêche Ichigo et les autres de tomber dans le vide, et elle a un rôle de soutien majeur durant l'affrontement entre Ichigo et Iwatch. Les médecins dans les shonen. L'impression que le personnage d'Orihime est inutile provient principalement du fait que Bleach est un manga shonen, centré sur les combats. Bien sûr, dire que la ligne éditoriale de ce manga se cantonne seulement à la bagarre serait extrêmement réducteur, surtout quand on voit toute la richesse des thèmes abordés par les différents personnages tout au long de l'histoire. Mais c'est un fait, dans Bleach, il y a beaucoup de combats et ils sont excellents, il faut le dire. Je pense donc que c'est la raison principale qui fait que les fans ont du mal avec le personnage d'Orihime, ce qui est logique. Les personnages qui ne savent pas combattre dans un manga de combat sont souvent considérés comme inutiles, car d'après les fans, ils n'apporteraient rien à l'histoire, ce qui est bien sûr entièrement faux. Que le personnage sache combattre ou pas, c'est surtout la qualité de son écriture et ce qu'il apporte à l'histoire qui va déterminer son utilité dans l'histoire. Or, Orihime est le médecin le plus cheaté, tout manga confondu. Elle mettrait tout Grey's Anatomy en PLS. Elle peut faire réapparaître des membres qui étaient réduits en cendres et parfois elle arrive à soigner des blessures tellement graves que l'on pourrait presque croire que son pouvoir est lié à la résurrection. La capacité d'Orihime est complètement dingue. Il y a énormément de personnages qui seraient estropiés sans elle, voire morts. Donc non, elle n'est pas inutile. Le manga nous fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle n'a pas le mental nécessaire pour être combattante. Mais c'est juste qu'elle est meilleure dans la guérison que le combat. Le manga ne serait plus du tout le même si elle n'avait pas soigné genre, je sais pas moi, les 3/4 des personnages. Et si on aborde le deuxième point qui prouve la qualité de son écriture, c'est-à-dire le développement de personnages, on se rend très vite compte qu'il y a une progression. La progression d'Orihime, que ce soit au niveau de sa confiance en soi ou concernant ses capacités au combat, est très lente.
ce qui s'explique par le fait qu'elle a été plusieurs fois mise au second plan au détriment d'autres intrigues bien plus intéressantes, genre je sais pas moi, la Soul Society vs Aizen par exemple. Et comme le manga fait 74 tomes, bah forcément un développement d'Orihime tous les 10 tomes, bah c'est lent. Mais elle a été développée. En effet, la Inoue du tome 1 n'a absolument rien à voir avec celle du tome 74. Elle est beaucoup plus mature, bon ce n'est pas non plus une capitaine, mais niveau combat, elle a eu sa petite progression mine de rien. Et là où j'ai trouvé que c'était réellement très brillant de la part de Kubo, c'est qu'au point culminant de l'histoire, juste avant qu'Ichigo entre dans le palais d'Iwatch pour entamer l'affrontement le plus important de tout le manga, Kubo nous offre une scène cruciale pour le développement d'Orihime où Ichigo montre qu'il reconnaît ses efforts et sa valeur en tant que combattante en lui confiant ses arrières. On voit que ça a de l'importance pour elle après toutes les épreuves qu'elle a traversées avec le magnifique découpage de Kubo qui nous montre le visage d'Orihime dans une case sans dialogue où l'on voit son œil en gros plan. Honnêtement, je trouve que la scène aurait été encore plus belle si Chad avait été là aussi. Chad a eu plusieurs moments d'introspection dans le manga où il s'en voulait de ne pas être en mesure de combattre aux côtés d'Ichigo et ça me donne envie de me taper la tête contre un mur de repenser à comment Kubo s'est débarrassé de lui pour l'arc final. Mais bon bref, c'est pas le sujet, va voir ma vidéo sur Chad pour en savoir plus. En tout cas, en ce qui concerne Orihime, c'était vraiment très brillant de placer ça à ce moment-là. Et je trouve que ça donne un point final au développement de son personnage. Il y a un point qu'il faut éclaircir avec elle. C'est l'explication d'Aizen sur son pouvoir, toutes les déceptions que ça a engendré. Orihime est emmenée directement de la salle du trône d'Aizen à Las Noches. Terrifiée par l'immense pouvoir d'Aizen, elle est obligée de montrer ses capacités devant Aizen et ses espadas. En utilisant son pouvoir, elle régénère le bras gauche de Grimmjow, qui avait déjà été incinéré par Tozen. La plupart des personnes présentes sont choquées, et Aizen explique que ses pouvoirs lui permettent de refuser ce que Dieu lui-même a mis en place. Et à la demande de Grimmjow, elle guérit ensuite son dos et fait réapparaître le numéro 6, lui restituant ainsi son rang. Kubo nous dépeint une Orihime déterminée. On en attendait donc beaucoup de sa part, en particulier avec les explications d'Aizen sur ses capacités. Il nous parle d'un pouvoir qui peut refuser les créations divines. Quand tu sais, bordel, que la suite du manga sera centrée sur le Soul King, tu es quand même en droit de t'attendre à quelque chose d'incroyable de la part d'Orihime. Mais non, il semblerait que la seule et unique raison pour laquelle Aizen lui ait parlé du Hogyoku était de lui faire croire qu'elle restait au Wekumundo de son plein gré. En gros, ça faisait partie de son plan. Tout ça, c'était dans la seule intention d'attirer au moins la moitié des capitaines et la moitié des effectifs de la Soul Society au Wekumundo. En réalité, Orihime n'aurait jamais eu la chance de détruire le Hogyoku. Et au lieu d'essayer de s'échapper et de rejoindre ses amis, elle est restée en pensant que c'était son choix. Elle pensait même que c'était sa mission. Et franchement, je trouve ça tellement vicieux de la part d'Aizen. Kubo aurait dû développer cette idée, si c'était réellement ce qu'il prévoyait à l'origine. Une fin d'arc où Orihime tente de détruire le Hogyoku. Ça aurait permis aux amis d'Ichigo d'être au premier plan. En tout cas, soit le pouvoir d'Orihime avait une limite. Donc soit Kubo a entre-temps complètement abandonné l'idée du pouvoir qui refuse la création divine, soit en fait c'était une fausse piste depuis le début. On reste un peu dans le flou. En tout cas, même si Orihime s'est fait avoir par une manipulation d'Aizen, j'aime bien l'idée qu'elle soit restée au Wekumundo avec un plan en tête plutôt que de se contenter d'être juste une princesse à sauver. Ce plan n'aurait probablement jamais fonctionné, mais au moins elle voulait tenter quelque chose. Ça montre aussi un aspect combatif de sa personnalité. Bon, il est temps de conclure cette vidéo. Orihime est une personne gentille et protectrice. Elle chérit ses amis plus que tout au monde. Et elle apporte une véritable douceur au monde brutal qu'est Bleach. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de la détester. On comprend assez rapidement en suivant l'histoire qu'elle n'est pas faite pour le combat. Et sans elle, pas mal de personnages du manga seraient morts ou estropiés, dans le meilleur des cas. Après, c'est sûr que pour les bandeurs de puissance et de Bankai, apprécier Orihime sera effectivement très compliqué, puisque l'analyse de ce personnage demande une certaine subtilité. Mais d'un autre côté, ça permet au manga d'avoir une phase un peu plus calme et posée entre deux combats épiques. Et je trouve que la manière dont sa personnalité influence d'autres personnes comme Ulquiorra est absolument fascinante à suivre. Donc difficile de la trouver inutile. Elle se bat à sa manière et surtout elle progresse à son rythme. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas au niveau d'un Zaraki ou d'un Byakuya à la fin du manga, mais au fond, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? À la fin du manga, Ichigo reconnaît sa valeur et décide de faire équipe
avec elle pour combattre Rewatch. Même si elle n'a pas beaucoup brillé pour ses combats, je trouve que c'était vraiment un moment fort et satisfaisant pour son personnage. On ressent réellement un sentiment d'accomplissement. Alors évidemment, on aurait eu envie d'en voir plus de la part d'un personnage principal comme elle, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on a, et Kubo a dû développer tellement de personnages intéressants de Bleach. Je trouve que c'est déjà bien qu'il ait pu développer Inoue correctement malgré tout, quand on voit qu'il l'a mise plusieurs fois au second, voire même troisième plan. Et ce qu'il en fait est réellement intéressant. Le développement de sa relation avec Ulquiorra, en sachant que tout est dans le non-dit, c'était vraiment très bien fait. Il s'est plus concentré sur l'aspect sentimental en fait avec ce personnage. Elle motive Ichigo avec ses propres émotions, pas avec des discours, parce qu'elle l'aime tout simplement. Et ça, c'est beau bordel. Bon, je m'arrête sur cette conclusion de fou et je te laisse appuyer sur le bouton like. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres analyses de qualité. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!